Bonjour à tout le monde, bienvenue avec la voix de Louis pour ce deuxième épisode du dernier Noël de Pharaon. Devant un miroir posé sur la table de la cuisine, l'homme, en dessous de corps, prit une aiguille de tapissier qu'il était allé chercher dans un atelier de sellerie du faubourg Saint-Antoine où il habitait. L'artisan fut surpris de sa demande de cet outil professionnel très particulier qu'il renâclait à même lui vendre. Mais il le persuada d'un seul geste, en enlevant sa coiffe rouge qui révéla son front légèrement enfoncé et labouré de cicatrices sur un crâne partiellement sans cheveux, mais bien caché sous sa chéchia de zouave, toujours incliné juste à ras de l'œil droit. L'artisan fut stoppé un instant, effrayé, et il lui demanda quel rapport il y avait avec ces aiguilles qui n'étaient pas celles des chirurgiens de l'hôpital américain de Neuilly qu'il avait opéré pendant la guerre. L'élégant homme, lourdement blessé, lui expliqua alors avec un large sourire poli ce qu'il comptait faire avec cette aiguille, qu'il savait par ailleurs manipuler pour son usage initial à réparer les petites selles de ses chevaux de course quand il était enfant et jeune homme, là-bas, autrefois. Désormais, ici, aujourd'hui, au cœur de Paris, c'est un autre cuir, un tanné au plomb allemand qu'elle transpercerait pour tenter de soulager un instant ce que même à l'hôpital il n'arrivait plus à faire avec la morphine. L'artisan avait pâli à la description du terrible geste prochain dont l'homme était pourtant coutumier depuis de longues années, surtout dans les périodes de crise. Elle lui avait progressivement rappelé son destin de soldat, surtout depuis qu'il avait repris ses chevauchées. Là-bas, depuis 1920, 5 ans après que l'obus allemand lui transperça son Adrien. L'homme ouvrit sa boîte à outils en bois, boîte personnelle, et le laissa choisir celle qui lui convenait. L'homme remit sa coiffe et s'inclina sur les petits casiers lotis de centaines d'aiguilles de toutes les courbures et profils imaginables. Il en choisit une droite et triangulaire, comme une rapière, releva la tête et lui montra, puis en prit une autre, courbe et plate, comme un cimeterre. Il sortit une pièce et la tendit à l'homme, qui la refusa. Il la refusa comme pour assumer sa part de souffrance, sa compassion envers cet homme au teint encore légèrement tanné par ce soleil d'ardent des colonies qu'il avait laissé 3 ans auparavant. L'élégant grand homme, arborant sa rosette d'officier de la Légion d'honneur dont il ne se dépareillait pas, sourit au petit homme costaud, qui le salua en soldat. « Sergent Bourrache, chasseur au chemin des dames. Lieutenant Chérois, zouave tirailleur, Notre-Dame de Lorette. Repos, repos, mon ami. Nous voilà saufs. Et en France, reposons-nous tous les deux. Quand vous passez, mon lieutenant, venez donc casser la croûte avec les compagnons. Un homme de cheval et beau soldat ne peut pas être mauvais, même s'il vient de loin. Je n'y manquerai pas, Bourrache. Vous êtes auvergnat, vous? Comme ma femme, Jeanne Larcher, n'est-ce pas? Et presque pays alors, mon lieutenant. Pas presque pays, nous sommes pays. Encore merci, Bourrache. Brûlez-les bien au rouge, avant, et dans l'alcool aussi, comme à l'ambulance, mon lieutenant. Elles ont de la graisse. Faites attention, mon lieutenant. L'artisan regarda l'homme mince sortir, qui le saluait d'une main levée en s'éloignant d'un pas chaloupé de cavalier alerte
de cela même prompt à bondir sur un barbe au galop à la cosaque, comme Bourrache avait vu à l'exposition universelle. Bourrache se frotta le front de la main droite. « Seigneur, survivre à ça et dire qu'il y a eu pire que ça. Lui au moins, il a une belle gueule au moins, mais il a l'air fatigué de souffrir, cet homme. Il sourit toujours. » Le sous-officier marchait lentement en observant ce monde trépidant de décembre 1933. Monde en plaie qu'il payait de cette onde métallique dans le crâne à chaque pas posé par terre qui le forçait à avancer paisiblement. Le souffle court, dégazé à l'hypérite, l'y contraignait aussi pour ne pas tousser en public. Il se posa à la terrasse de la brasserie, juste en face de leur grand appartement du 3e, juste pour prendre un café et lire le journal. « Bonjour mon lieutenant, madame n'est pas là, un café ?»« Oui, merci Jules, un café sans sucre. » Le journal dit Hitler et Mussolini, alors que Chotan gère l'instabilité ministérielle de la Troisième République. Mais il y a King Kong au Grand Rex, et il ira le voir avec les enfants, et il aime le cinéma américain, et il a déjà côtoyé des stars. Quand il est allé à Picpus, au cimetière Picpus, voir Pershing en 1917, quand il était encore soigné à l'hôpital. Pershing y a fait son discours, le fameux « Lafayette, nous voilà », qu'il aurait dit ce jour-là. Sur le buffet, chez lui, il y a sa photo avec Shena, l'aviateur, tous les deux avec un gros bandage sur la tête à cause de leur accident, mais il sourit. Tous les aviateurs sourient, les fantassins sourient, tous camarades d'hôpital côte à côte devant la tombe de Lafayette où flotte le drapeau américain. « Votre café, lieutenant ?» « Vous avez vu King Kong, Jules ?»« Pas encore, lieutenant. J'économise sur les pourboires pour y aller. »« Allez, tenez, gardez tout pour King Kong, jeune homme. Avec votre ami. »« Oh, merci, lieutenant. Oui, elle adore avoir peur. Alors elle se blottit, et moi j'adore quand elle se blottit. Vous croyez qu'il y a des singes géants, vous, qui venez des colonies ? » Oh oui, je les ai vus, mais bon, de loin. Et aussi les lions de l'Atlas, grands comme 2 lions d'Afrique, et qui dévoraient les colons, et des aigles géants qui emportaient les bœufs, qui tiraient les chariots, grandes roues comme des hommes. C'est beau les colonies, tu sais, ça forme un homme. Tu devrais t'engager, Jules. Il n'y aura plus de guerre. Rassure-toi, on a fait la der des guerres. Tu auras la belle vie et un bel uniforme. Un uniforme comme le vôtre, bleu, azur, brodé d'or avec les bottes rouges. Je vous dis ça parce que votre dame n'est pas là, mais ma patronne a dit au patron que c'est un homme comme vous qu'elle aurait voulu. « Jules, qu'est-ce que tu racontes au lieutenant ? Encore, oh là là, allez, nettoie les tables. Ne le grondez pas, Madame Vincent, c'est un gentil gars. Il fait son métier en parlant un peu avec les clients. Vous savez, mes beaux-parents ont un café en face des Invalides, c'était des bougnats autrefois. C'est là que j'ai rencontré ma femme, quand j'étais soigné. Madame Jeanne a bien de la chance. Vous avez vu mon gros lard à moi ? Il est courageux, il travaille du matin au soir. Allons, Madame Vincent, en plus il a été un bon soldat aussi. Oui, mais il a laissé sa baïonnette en berne, si vous voyez ce que je veux dire, lieutenant. Oh, et moi j'ai des trous dans la peau et un gros trou dans la tête sous ma chéchia. Je vous ferai peur la nuit, vous savez. Ah, je sais bien, mon brave monsieur. Les filles vous appellent la belle gueule cassée, et moi, j'aurais pas peur de vous la nuit.
J'ai aussi eu un peu de chance, c'est vrai, mais la vie est ainsi faite, allons, on ne gagne pas à tous les coups. Et puis vous êtes pimpante, Madame Vincent, allons. Et galant homme en plus. Je suis certaine que là-bas vous deviez être un prince. C'est, ma foi, un peu vrai, mais j'ai seulement été protégé par un prince qui a sauvé ma famille des bandits qui ont tué mon père. Et il m'a permis d'aller dans plusieurs bonnes écoles là-bas. Oh, vous me raconterez ça, lieutenant? Ah, quelles aventures vous avez vécues. C'est promis, Madame Vincent. Je viendrai manger avec ma famille avant Noël. Je vous avertirai, je réserverai une table. Vous viendrez avec votre uniforme bleu brodé d'or? C'est promis, Madame Vincent. Et avec ma cape et avec mes médailles aussi. Ce matin-là, assez frais et humide, ainsi allait l'élégant homme à la belle gueule cassée, dont le quartier Saint-Antoine avait fait sien, avec cet inaltérable sourire et sa chéchia rouge calée juste sur son œil droit. Vous commencez à deviner ce héros de mes vidéos, et si cela vous plaît, abonnez-vous, car ce n'est que le début d'une vraie histoire extraordinaire, celle du dernier Noël de Pharaon.